Quand on rentre dans un truc comme ça pour se construire un outil en interne, on rentre dans un truc qui ne s'arrêtera jamais et qui est vraiment chronophage. Donc, faut le faire sur quelque chose de fondamental. Moi, j'estime que ce qu'on a fait là, c'est l'OS de l'entreprise, donc c'est fondamental. J'aurais pas fait ça pour de l'email marketing ou du CRM. Là, vraiment, il vaut mieux acheter sur les étagères parce que le niveau de travail et de maintenance qu'il y a derrière, il est énorme. Donc, faut que ce soit vraiment vital. Ne faites pas ça juste pour des choses nice to have parce que c'est trop de boulot pour du nice to have et c'est trop de boulot pour un truc que vous pourriez acheter 200 ou 300 euros par mois sur les étagères. De toute façon, vous allez payer les 200 ou 300 euros par mois à Lovable pour l'utilisation et le codage du truc. Donc, si ça coûte que ça et que c'est déjà bien fait et que quelqu'un d'autre va le maintenir parce qu'il le fait pour plein de boîtes, c'est quand même plus rentable comme ça. Avant de démarrer, je dois vous parler de Weglot, le sponsor de l'émission sans qui ces épisodes ne seraient pas possibles. Et c'est un partenaire particulièrement bien placé pour un podcast sur l'IA. Dans une étude que je vous mets en description, Weglot a analysé 1,3 million de citations générées par les LLM. Et ce qu'ils ont trouvé est assez frappant. Britannica, par exemple, une des sources les plus citées au monde par les LLM, perd 55% de son trafic dès lors qu'une recherche est effectuée en français. Et tout ça parce que les IA privilégient le contenu dans la langue des utilisateurs. Donc si votre contenu n'existe que dans une seule langue, vous passez à côté d'une partie de vos clients et des IA qui les informent. C'est là que Weglot entre en jeu. Weglot vous permet de traduire votre site en 110 langues sans jamais toucher au code. C'est 100% français et déployé dans plus de 100 000 entreprises dans le monde. Et pour les auditeurs d'AI Club, ils ont un deal spécial. 3 mois offerts avec le code AI Club X Weglot sur les 3 premiers mois, valable jusqu'au 31/12/2026. Je vous mets tout ça en description et on se retrouve pour notre épisode. Salut Émeric, bienvenue dans AI Club. Salut Eric, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Très content, c'est pas la première fois qu'on enregistre ensemble, ça fait toujours plaisir de refaire un épisode avec des anciens invités. À l'époque SaaS Club. Ouais, et puis aujourd'hui, on va s'amuser en plus. Ouais, on va s'amuser. Tu vas nous partager un use case hyper atypique, je trouve, dans le sens où tu te sers d'un outil comme Lovable pour gérer la performance de ton équipe. Et en préparant l'épisode, tu m'as montré un petit peu l'outil et la profondeur fonctionnelle, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faisait sans outil? Donc ma première question déjà, c'est d'où vient quelque part cette obsession de la gestion de la perf? Alors, c'est plus qu'une obsession de la gestion de la perf, c'est une obsession de comment je fais mon job de CEO correctement. Et ça, c'est une obsession que j'ai depuis longtemps, parce que je pense que tu as déjà dû entendre de tes relations pairs CEO, espèce de sentiment d'imposteur, je sais pas comment faire ça, est-ce que je le fais bien, est-ce que je remplis bien mon rôle, est-ce que j'apporte bien à mes équipes ou à mes investisseurs ou à mes actionnaires ce que je suis censé leur apporter en tant que dirigeant. Et il y a quand même pas comment dire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Ouais. Il n'y a pas de formation, tu vois. On ne t'apprend pas à être dirigeant. Ça n'existe pas. Même les gens qui ont fait HEC ou SCP ou les plus grandes écoles de commerce françaises ou même américaines, on ne leur a pas appris à être dirigeant. C'est pas vrai. On leur a appris plein de trucs, mais pas à faire le job de CEO. Et donc, qu'est-ce qu'il existe pour faire ce job quand tu es comme moi, première intention, tu vois, que c'est ta première boîte, c'est la première fois que ça t'arrive. Tu as des livres à lire, tu as des podcasts à écouter, tu as des coachs qui peuvent t'accompagner dans cette aventure. Mais au final, t'as pas beaucoup de cadres, de recettes. Voilà comment faire. Il y en a quelques-uns. Il y en a un en particulier aux États-Unis qui a été créé par un livre qui s'appelle Traction de Gino Wickman et qui a créé un operating system d'entreprise qui s'appelle EOS. Entrepreneurial Operating System, et ce bouquin, moi je l'ai lu en 2020 et je l'ai relu en fin 2021, et on a fini par implémenter EOS chez AgoraPulse en 2022, et ça a été mon premier. On avait aussi implémenté les OKR, je pense que tout le monde connaît les OKR parmi les auditeurs, et on n'avait pas réussi à le faire fonctionner. Parce que les OKR, c'est juste un système de mise en place d'objectifs, de définition d'objectifs. Et quand il n'est pas intégré dans un système plus global de meeting d'équipe, de meeting one-one avec les membres de ton équipe, etc., c'est compliqué de les faire vivre, ces OKR, parce que tu les définis, puis après tu les perds de vue. Puis en fin de tu retournes pas dessus, et puis voilà, tu t'aperçois pas que tu dérives.
Tu sais pas où tu en es. Donc quand c'est pas intégré dans un système plus vaste, ça a un peu tendance à passer à la trappe parce que comme c'est un peu procédurier, il faut regarder, il faut remplir, il faut mettre à jour l'objectif, etc. Les gens naturellement n'ont pas le réflexe de le faire et donc ça tombe un peu aux oubliettes. Beaucoup de gens que je connais qui ont mis en place les OKR dans leur entreprise, ils l'ont fait avec des coachs qui coûtent une blinde et tout seul ils y arrivaient pas. Donc on a fait tout ça et j'ai fait tout ça. Et au final, en le faisant, j'ai touché du doigt les points faibles de ces OS existants, des OKR ou de iOS. Et les deux points faibles principaux que j'ai touché du doigt, le premier, c'était la gestion de la performance. Il y a aucun système qui t'aide à gérer la performance de tes équipes. Et il y a rien à faire. Quand tu es un fondateur et un dirigeant ambitieux, la performance, c'est important. Si les gens sont pas performants, t'es dans la merde. Tu vas aller nulle part. Donc, s'assurer que la performance est au top dans tes équipes, c'est un vrai sujet. C'est pas un demi-sujet, c'est un plein sujet. Et le faire bien, sans être un sale con, c'est un autre vrai sujet. Parce que la performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tiens les gens comptables d'un standard élevé. Et pour tenir les gens comptables d'un standard élevé, sans être le méchant qui passe son temps à dire ça va pas, c'est pas bien, t'es nul, c'est nul, ça, tu vois, tu peux pas diriger une boîte comme ça marche pas comme ça. Donc pour diriger une boîte comme ça, avec un standard de performance élevé, en le faisant humainement et en le faisant intelligemment, il faut qu'il soit partagé par les personnes dont tu attends le standard. Il faut que ce standard soit accepté. Donc, il faut qu'il ait été communiqué, il faut qu'il ait été explicité et il faut qu'il ait été validé. Oui, ça, c'est mon standard. Je suis OK d'être tenu à ce standard. Tu vois, et faire ça, personne t'apprend à faire ça. Ça n'existe pas, quoi. Et iOS ne t'apprend pas à faire ça, c'est pas dedans, les OKR ne t'apprennent pas à faire ça. Et j'ai lu à peu près, j'ai compté l'autre jour, j'ai lu 170 livres de management et de leadership. Ça fait une certaine bibliothèque. Ouais, j'espère que tu as une Kindle. Dans la pièce derrière moi, je peux te dire que ma femme me fait des hurlements à chaque fois qu'elle... J'ai encore mis un livre. Donc voilà, ça fait des petites, mais bon, elle est très souple et elle a appris à accepter son mari comme il était. Et de tous ces livres-là, finalement, je n'ai jamais trouvé un système qui me permettait de faire ce que je viens de te dire. Définir la clarté, faire en sorte qu'elle soit acceptée et la gérer hebdomadairement dans le cadre de meetings one-on-one avec eux sur où est-ce qu'on en est, comment ça avance, où est-ce que tu es par rapport à ça. On était d'accord, on s'était dit que c'était ça l'objectif et le standard. Est-ce qu'on est au standard? Est-ce que tu penses que tu es au standard? Oui, non, et d'avoir ces conversations pour qu'elles soient naturelles. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai créé pour AgroApple, ça s'appelle What Success Looks Like, que je définis pour chacun des membres de l'équipe. Et je le fais depuis 5 ans. On le fait tous d'ailleurs depuis 5 ans maintenant, de manière très imparfaite, pour être tout à fait honnête, ce qui nous amènera pourquoi j'ai fini par développer un logiciel moi-même. Et la deuxième chose, c'était les one-on-one. C'est-à-dire que ni iOS, ni OKR, ni aucun cadre de rien du tout ne t'apprend à gérer tes one-on-one avec ton équipe. Et pour moi, le one-on-one, c'est vraiment le moment sacré où se passent les conversations importantes, les conversations difficiles quand il faut en avoir, le coaching quand il faut en avoir, l'aide que toi, on te dit toujours, oui, tu es un dirigeant, tu dois être le coach de tes équipes. Bah, tu fais ça quand? Tu fais ça comment? Ça ressemble à quoi? Ça marche comment? Enfin, tu vois. C'est ça, ça manque de concret, voilà, d'application dans le quotidien. Mais évidemment, tous les dirigeants que tu rencontres, je suis sûr que si tu leur demandes, est-ce que tu as déjà entendu dire qu'il fallait que tu sois un coach pour tes équipes? Ils vont te dire, oui, bien sûr, je l'ai entendu dire. Bah alors, tu fais ça comment? C'est quoi ton système? Je pense qu'ils vont tous te dire, je sais pas. Et moi, en tout cas, j'ai pratiquement 15 ans d'expérience de CEO et de leadership, et je peux te dire qu'il y a encore peu de temps, je t'aurais dit, je sais pas. Oui, techniquement, j'entends qu'il faut que je sois un coach, mais ça veut dire quoi concrètement? Je fais ça comment? Donc, c'est ça que j'ai voulu régler, et j'ai tellement voulu le régler, et j'ai tellement lu de livres, j'ai tellement trouvé que le livre parfait n'existait pas que j'ai fini par l'écrire. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené un peu à la conversation qu'on a aujourd'hui. Donc, tu as fini à travers les années par quelque part consolider tes convictions, en tout cas transformer tes convictions en système. Et c'est ce système-là qui est aujourd'hui quelque part vivant dans Lovable et qui te permet aujourd'hui de gérer la performance de tes équipes. Des équipes, des individus dans les équipes, de la globalité de l'entreprise.
effectivement. Ouais. Et alors, comment t'es arrivé à justement poser les premières briques de ce logiciel à travers Lovable? Est-ce que d'ailleurs il y a eu d'autres tentatives avant Lovable sur d'autres outils? Enfin, comment t'en es arrivé là petit à petit? Ouais, alors très rapidement pour revenir sur le contexte, ça fait au moins 3-4 ans que j'avais ce projet et cette envie déjà de documenter dans un bouquin tout le système parce que on l'appliquait imparfaitement en interne, mais on faisait quand même tous les efforts du monde pour l'appliquer en interne. Je me disais, je ferai ça plus tard, quand j'aurai le temps, je dirige une boîte quand même, c'est compliqué. Et en juin 2025, il s'est passé un truc atroce qui est que X et la boîte d'Elon Musk à qui on achète des données d'API est venu nous voir en nous disant bonjour, les tarifs sont multipliés par 5. Bon, au revoir. Alors là, du jour au lendemain, j'ai vu la profitabilité de ma boîte devenir zéro et la valeur donc de ma boîte devenir zéro ou pas grand-chose et ça a été un choc absolument terrible et j'étais dans un état émotionnel très très compliqué à gérer et à ce moment-là, on était juin-juillet 2025, je me suis dit j'ai qu'une chance de me sortir me sortir la tête de l'eau pour les mois qui vont venir, qui ont été des mois de procès qu'on a fini par gagner au mois de mai, on a gagné notre procès. Donc des mois pas drôles pour un entrepreneur que t'as vraiment pas envie de vivre. Je me suis dit il faut que j'ai un projet qui me sorte la tête de ça et qui me donne envie. Et le projet ça a été le livre. Donc j'ai commencé à écrire le livre en juin 2025. Il est sorti en juin 2026, un an après. Et ça a été le point de départ. J'avais l'idée qu'un jour un logiciel permettrait d'implémenter les principes du livre, parce que je sais à quel point ils sont compliqués à implémenter avec des Google Docs et des spreadsheets et des bouts de ficelle. Donc j'avais l'idée qu'un jour il y aurait un logiciel pour faire ça, mais j'avais ni le temps ni les moyens, certainement pas je me disais mais recruter une équipe de développeurs, même si je les prends dans les pays de l'Est ou en Inde ou dans des pays où la main-d'œuvre de développeurs est plus abordable, j'aurais quand même pas les moyens. Et puis il faut le gérer le truc. Ouais, c'est ça, il y a quand même la communication, la différence de time zone, enfin ça reste quand même du. Je vois bien, il faut un PM, il faut un designer, il faut un front, un back, un machin, un truc. Au secours, tu vois. C'est quasiment un pet project mon histoire, donc ça ne peut pas. Je sais pas, peut-être 150 000, 200 000 euros pour avoir un premier jet, quelque chose qui tienne la route et qu'on puisse utiliser, tu vois. Donc, pour moi, c'était même pas envisageable. Donc, je suis parti avec le livre en me disant, on verra bien. Et déjà, assez vite, dans le début d'écriture du livre, il y avait Replit, Lovable, ça existait, c'était pas du tout aussi puissant qu'aujourd'hui. Il y avait déjà ce genre de logiciel qui permettait à un non-dev il y avait même pas encore Claude Code de mémoire, ou alors ça venait de sortir en juin 2025. Donc il commençait à y avoir des outils pour qu'un non-dev puisse faire quelque chose. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui s'est lancé sur Replit. Quand est-ce qu'il a commencé? En septembre, août ou septembre l'année dernière. Et il m'a dit je vais tenter un truc. Il est CPO, donc c'est son bise à lui, c'est le product. Il dit je vais tenter un truc, je vais faire un truc. Et on se parlait 1 heure par semaine, 1 heure et demie par semaine, on faisait un déj, on faisait un point, et il essayait de transcrire mes idées, mon concept, ma vision, et il avait la lecture du livre qui était en cours d'écriture, pour essayer d'en faire quelque chose. Et il m'avait dit, fin décembre, t'auras un truc pour remplacer le Google Sheet que tu utilises pour faire les one-on-one avec ta team. J'ai fait, ok, cool. Puis fin décembre, il y arrive pas, ça marche pas. Il me dit, fin janvier, t'auras quelque chose. Puis fin janvier, il y arrive toujours pas, il y a des bloqueurs, il y a des choses qui fonctionnent pas. Et à ce moment-là, fin janvier, je pars à Las Vegas voir Alex Hormozy parce que je l'avais pris pour me coacher. Je vais aussi faire un séjour de snowboard avec un autre de mes anciens coachs, Dan Martel, au Canada. Et je rentre de ce séjour de snowboard au Canada et j'ai 3 heures d'avion pour faire Spokane, Las Vegas, Los Angeles. Et à Los Angeles, j'ai 7 heures à tuer dans un lounge Air France avant de reprendre mon vol pour Paris. Et là, je me dis, oh, Raphaël, c'est son prénom, Raphaël. Il a pas réussi à me donner mon truc pour mes one-on-one juste avec ma team. Ben, j'ai plein de temps d'avion et le Wi-Fi est bon dans les avions aux États-Unis et puis j'ai plein de temps à tuer dans le lounge. Essayons de faire un truc. Et là, je pars, mais alors par hasard complet, sans aucune espèce de plan, zéro pointé. Et je lui dis, voilà, je voudrais faire un truc pour gérer les one-on-one avec ma team. Voilà l'agenda que j'utilise. Voilà comment ça marche. Mais le noob total, je lui donne aucune fondation de rien du tout, aucun contexte, rien du tout. Tout ce que les gens te diraient qu'il faut pas faire avec ce genre d'outils.
Et c'est parti. Et j'atterris de Spokane à Los Angeles. Et quand j'atterris à Los Angeles, j'ai déjà un truc qui tourne. Et là, je fais waouh, c'est dingue. Et là, j'ai passé 6 heures dans le lounge Air France à vibe coder. Encore une fois, très très mal, horriblement mal. Je ne pose pas du tout les bases de ce qui va devenir la suite, le logiciel que j'ai aujourd'hui. Et donc, ce qui a généré beaucoup d'emmerdes, parce que j'ai eu beaucoup de bugs et d'issues à corriger après. Et quand j'atterris à Paris, le truc est fonctionnel et je peux commencer à gérer mes one-on-one avec ma team. Et là, je fais, oh là, si en 7 heures, j'ai pu faire un truc qui me permet de gérer les one-on-one avec ma team, sky is the limit, quoi. Et Ouais, t'as mis le doigt dans le pot de confiture, là. complètement les mains dans le pot de confiture. C'est une drogue, hein, le truc, c'est épouvantable. Ça t'attrape et après, t'arrives plus à t'arrêter. Et là, j'ai commencé à vibe coder tous les week-ends, tous les soirs, tout mon temps libre. C'était vibe coder. Après, j'ai rajouté les team meetings, j'ai rajouté les WSLL. Et puis, on en parlait avant de démarrer, les quarterly business review, donc les QBR, les revues trimestrielles, et puis les plannings annuels, et puis, de proche en proche, j'ai ajouté tous les composants qu'on va regarder tout à l'heure. Je n'avais aucune espèce d'idée que c'était possible fin janvier quand je démarre ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai découvert au fil de l'eau ce que j'avais à ma disposition. Donc voilà un peu comment ça a démarré et comment je l'ai fait. Donc c'était absolument pas calculé, mesuré, rien du tout. J'ai été moi-même surpris de pouvoir faire ce que j'ai fini par faire. Quand j'ai présenté ça en interne, les devs chez moi ils disaient ouais, bon. Ils se sont tous dit derrière ça doit être la merde, le code il doit être pourri, il doit y avoir de la dette technique de partout. C'est possible, mais C'est possible, mais ça marche. C'est possible, mais ça marche. Donc voilà un peu l'histoire storytellée du début à la fin. Excellent. Bah écoute, on va revenir en plus de ça sur qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce qui était bien finalement dans tes premières phases d'exploration avec Lovable. Mais avant, je te propose de nous montrer à quoi ressemble le produit. Et pour info, donc voilà, on est en capture d'écran, on n'est pas directement sur ton software, mais c'est vraiment ce que toi tu vois à ton écran, parce que évidemment il y a des données sensibles. Donc voilà, tu vas nous partager tout ça. Voilà, j'ai fait des captures d'écran parce que vous montrer les écrans sans filtre, c'est ennuyeux parce que c'est les meetings avec mon équipe, c'est les décisions qui sont prises, c'est tout ce qu'il y a de plus privé, de plus confidentiel, de plus secret. Et donc j'ai choisi les écrans pour vous montrer des choses qui sont montrables, même s'il y a des vraies choses dedans, vous allez voir qui sont assez rigolotes. Donc voilà, on commence par le dashboard et les meetings. Donc là, voilà, t'as la nav sur la gauche avec mon équipe, mes one-on-one, mes team meetings, mes quarterly business review, donc ce qu'on fait, les plannings trimestriels et les revues trimestrielles, mes plannings annuels, tous mes transcripts et mes recordings, parce que le cœur du moteur, c'est que moi, je ne sais pas prendre de notes. Je ne sais pas et je déteste prendre des notes. Donc, j'ai jamais vraiment pris beaucoup de notes pendant les meetings. Or, tu sais qu'un meeting où il n'y a pas une suite, des tâches, il n'y a pas de trace, qui va faire quoi, pour quand, qu'est-ce qu'on a décidé pendant ce meeting, qu'est-ce que les autres doivent en savoir, etc. C'est un meeting perdu. Or moi, je sais qu'il faut le faire, mais je dois me faire une violence énorme pour faire ça. Et le jour où j'ai vu qu'avec l'IA, on a des meeting recorders depuis au moins 1 an maintenant, on les utilise tous, et ils nous donnent les tâches, les next steps, etc. Depuis que j'ai vu qu'il y avait ça, je me dis mais je ne peux plus vivre sans ça. Il me faut ça dans chacun de mes meetings pour me faire le résumé. Donc c'est un peu autour de ça qu'est construit le système. Après voilà, on a les scorecards, on va en voir la gestion de la performance, les OKR, le feedback. On va passer un peu sur tout ça. Mais déjà, quand tu arrives sur ton dashboard, tu as tous tes meetings qui arrivent, tes one-on-one et tes team meetings que tu peux préparer ou que tu peux démarrer. Et tu as tu vois, meeting follow-up validation en bas de l'écran, c'est mes meetings passés où le transcript a été repris par l'IA et ça a généré des tâches. Là, tu vois, il y a 2 tâches que je peux modifier, effacer ou valider. Et si je les valide, elles vont devenir des tâches qui vont aller devenir une tâche, en l'occurrence là, de Mike Alton pour le 19 juin. Et donc, lui, il aura ça dans sa liste de tâches. Et à chaque meeting, on regarde ensemble sa liste de tâches, où est-ce qu'il en est. Donc, il n'y a plus rien qui passe à travers les lames du parquet. Et ça, je peux te dire, c'est absolument game changing. Donc là, on est d'accord hein, que chaque... donc ça, c'est ta vue à toi, mais chaque membre de l'équipe a sa vue. Chacun de mes 137 salariés a exactement la même vue avec ses next meetings, ses validations de ce qui s'est passé dans les meetings précédents, etc. Absolument.
Donc là, ensuite, on passe les one-on-one. Donc ça, c'est tous mes one-on-one qui arrivent avec la possibilité d'en démarrer un qui serait pas dans l'agenda ou d'ajouter un one-on-one passé si on l'avait pas mis dans l'agenda, en sachant que ça, la connexion Google Calendar ne prend que les meetings récurrents. Donc si tu crées un one-on-one non récurrent ou que tu modifies la date, tu vas parfois devoir ajouter un passé ou en scheduler un individuellement. Oui, parce que tu voulais pas que ça pollue avec tous les autres non, je veux pas tous les types de meetings, meetings, sinon c'est un vrai bordel ton truc. Donc j'étais obligé de faire des choix. Tu ne prends que les meetings récurrents. Ça, pareil, les team meetings récurrents. Donc tu vois les upcoming, il y en a 3, les passés, et donc les passés tu peux aller les regarder ou les effacer si c'était une erreur. Ensuite on rentre sur les scorecards de la performance et les OKR. Ça, c'est une scorecard qu'on va pouvoir intégrer dans un meeting one-on-one ou un meeting passé. C'est tout simplement un lien vers un Google Sheet. Il te récupère le Google Sheet et il te met, en fonction des objectifs que tu avais fixés, t'es au-dessus, t'es en dessous, ou t'y es presque, c'est jaune, t'es au-dessus, c'est vert, t'es en dessous, c'est rouge. Donc, c'est une façon hyper simple de regarder tes KPI et de voir où tu en es sur tes chiffres de la semaine. La performance, donc j'en parlais tout à l'heure, voilà un des membres de mon équipe pour qui il a un WSLL, ça s'articule comme ça. Tu as la priorité des priorités qui s'appelle The One Thing. Donc c'est le truc que tu dois absolument pas perdre de vue et que tu dois réussir sur le quarter. Et après, il y a des core responsibilities, ils en ont 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ça dépend de leur hauteur dans la hiérarchie de la boîte. Quand t'es dans mon équipe, t'en as beaucoup, et plus t'es proche du terrain, moins t'en as normalement. Parce que quand t'es C-level, évidemment, t'as plein de teams en dessous de toi, donc t'as beaucoup de co-responsabilities qui sont prises par tes teams. Là-dessus, peut-être juste pour que tout le monde soit au clair par rapport à ce concept de What Success Look Like, c'est un concept que toi, t'as quelque part théorisé à travers tes années d'expérience en tant que CEO. Donc, tu le disais, hein, est-ce qu'il y a d'autres? Tu vois, il y a la one priority. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc, il y a les core. Ensuite, il y a les responsibilities. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres quelque part de ce What Success Look Like? Ce qu'il faut comprendre pour comprendre l'essence du WSLL, on l'appelle comme ça maintenant, c'est l'acronyme que tout le monde utilise dans la boîte. Ce qu'il faut comprendre pour comprendre l'essence du truc, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal à avoir des conversations difficiles avec des gens avec qui les choses se passaient pas bien. J'ai eu encore plus de mal à devoir me séparer de gens. Je pense que dès lors que tu as un peu d'humanité en toi, c'est dur de licencier quelqu'un. On va pas se mentir. C'est dur de dire à quelqu'un, désolé mec, désolé fille, ça va pas. C'est pas ce que j'attends. On n'est pas au niveau. Tu ne peux pas faire le job pour lequel je t'ai recruté. Je vais devoir me séparer de toi. C'est très très dur à faire. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire ça. Donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne des procrastinations sur des décisions dures que tu dois prendre en tant que dirigeant, ou en tant que manager, ou en tant que leader. Hein. C'est valable pour tout le monde, pas que pour les CEO. Et j'ai cherché longtemps un moyen d'avoir ces conversations tout en étant humain et tout en étant respectueux de l'équipe, des autres personnes de l'équipe et de la boîte et de l'objectif ambitieux qu'on avait pour la boîte. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est de donner la clarté sur les attendus et d'avoir un système pour répéter cette clarté sur les attendus pour que je leur ai donné la feuille de route, ils savent ce qui est attendu d'eux et on a l'occasion d'en parler et on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, ce qui fait que si je dois en arriver à dire désolé, ça ne va pas, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, je peux me sentir droit dans mes bottes parce que j'ai fait ma part du boulot. Et ma part du boulot, c'est d'avoir donné la clarté. Et ma part du boulot, c'est d'avoir rappelé la clarté. Si j'ai fait ces deux trucs-là, alors j'ai plus aucun problème à avoir des conversations difficiles et à me séparer de gens. Et puis c'est beaucoup plus compréhensible pour la personne en face. Et normalement, la personne en face, ça n'est pas une surprise pour elle. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Je ne voulais pas que le fait de me séparer de quelqu'un soit une surprise pour eux. Alors, est-ce que j'ai toujours été parfait là-dedans? Non. Même en ayant le système, il y a quand même des fois où ça a été des surprises et j'ai failli à mon rôle. Parce qu'on n'est pas parfait, qu'on fait tous des conneries, mais je veux faillir le moins possible. Et ce système-là, il me permet de faire ça. Donc c'est de là que vient le WSLL, c'est donner cette clarté sur voilà ce qui est attendu dans ton job, et tu sauras, si un jour on doit avoir une conversation difficile, normalement tu dois l'avoir vu venir. Et normalement tu dois l'attendre. Donc voilà un peu d'où vient le système. Après, comme tu vois là, on a les valeurs. Donc toutes les boîtes normalement doivent avoir leurs valeurs. On a des conversations aussi sur le respect des valeurs, c'est important. On verra un écran tout à l'heure. Ce que moi j'ai ajouté ce système de KSS. KSS c'est Keep Doing, Stop Doing, Start Doing.
Et c'est un moyen de donner du feedback quand on sait pas vraiment le mettre dans les valeurs ou dans les obligations et les attendus du job. Par exemple, si tu as un des membres de ton équipe qui se met en colère pendant les réunions, c'est pas forcément lié à une valeur et c'est pas un attendu du job. Mais s'il se met en colère pendant les réunions, ça crée un problème. Donc il faut qu'il le travaille. Donc là, tu vas lui dire stop doing, mec, arrête de te mettre en colère pendant les réunions. Je t'explique là parce que j'ai déjà vécu une fois. Donc, le KSS me permet de mettre des feedbacks que je veux faire et un coaching que je veux faire dans un espèce de fourre-tout qui est arrête de faire ça, il faudrait que tu fasses ça ou continue à faire ça, pour le coup, qui est le côté positif du KSS. Donc voilà, voilà l'aspect WSLL. Là, on rentre dans le logiciel du j'ai déjà fait 2 feedbacks sur cet élément. Là, quand on est sur une question. Quand on fait un feedback sur un élément de WSLL, c'est soit un pouce en l'air, chapeau, super boulot, bravo à toi. Et c'est important, le renforcement positif, et on n'en fait pas assez. Donc avec mon système, tu es obligé d'en faire parce que toutes les semaines, tu parles de performance et il y a forcément beaucoup de semaines où tu n'as rien d'autre à dire que bravo, super boulot. Et au moins comme ça, tu es obligé de le faire et tu le fais et c'est une très bonne chose. Et là, en l'occurrence, on est sur une question que tu as le pouce en bas, donc là, voilà, ça va pas, faut corriger, qu'est-ce que tu as comme plan pour corriger, etc., etc. Et tu as la question. La question, c'est tiens, je sais pas en fait, stratégique et high leverage and business impact, montre comment tu fais ça, comment tu l'abordes, comment tu le mesures, comment tu sais si t'es bon là-dedans, etc. Et donc là, on va être sur des questions, tu vois, le 10 juin, question. Donc je lui ai posé des questions sur comment est-ce que tu sais si tu es OK là-dedans, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as parlé à telle personne, comment tu avances et compagnie. Et ça garde trace de tout ça. Donc ça garde trace des éléments de feedback que j'ai pu faire sur les éléments de WSLL. Ce qui fait que quand on fait un point trimestriel où on passe en revue toutes les conversations qu'on a eues, juste pour être sûr qu'on reste aligné et qu'on est bon, ça me fait un résumé de tout ça. Et ça, encore une fois, rien ne passe entre les mailles du filet et c'est ultra pratique. Tu vois, là, on parle des values. En l'occurrence, Alexis, sur les values, il est thumb up sur les 4. Et donc, ça me permet de le lui dire. Tu vois, il y a eu 2 feedbacks sur celui-là. Un feedback. J'ai fait des feedbacks concrets. C'est-à-dire que j'ai donné, je les affiche pas là, mais j'ai donné des éléments ultra concrets et précis de pourquoi il était thumb up et pourquoi on était bon sur ce point-là. Et tu vois la date, discuter une fois, la dernière fois le 27 mai, discuter une fois la dernière fois le 6 mai, etc., etc. Donc, le niveau de traçabilité, il est lunaire. Si tu voulais prendre des notes je pense que humainement, c'est pas possible de prendre autant de notes et de garder autant de souvenirs de tout. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, on revoit les OKR, donc on voit où on en est par rapport à l'avancée, par rapport aux objectifs des key results qui ont été fixés. On a aussi une vue arborescente des OKR qui te permet de voir les OKR annuels de la boîte, qui en découle les OKR trimestriels de la boîte, qui en découle les OKR d'équipe, de chaque équipe, revenus, customer success, finance, HR, etc., etc., avec une vue immédiate de où est-ce qu'on en est avec ces petites progress bars là que tu vois en vert en haut, puis en orange en dessous, etc., etc. Donc, d'un coup d'œil, tu vois où en sont tous les OKR de la boîte. Ça, je peux te dire que si t'as pas ça, t'es bien mal, parce que s'il faut aller demander à chacun où est-ce qu'ils en sont et regarder ça dans des Google Sheets ou des Google Docs, bon courage. Donc là, au moins, ça te permet d'avoir cette vue-là. Je peux préparer et runner mes meetings d'une manière... Mon point, je voulais que le truc, ça te prenne par la main et que tu n'aies même pas à mettre ton cerveau dedans. C'est-à-dire que tu oublies ton cerveau et tu suis le déroulé du truc. Donc, quand tu prépares un meeting, là, on est en mode préparation. J'ai cliqué sur Prepare, comme tu as vu sur l'écran de dashboard. Exactement. Et là, on y va. Allez, on regarde la scorecard. Donc, je regarde la scorecard. Est-ce que j'ai un truc à dire, pas à dire? Ok, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert. Ok. J'ai déjà une idée des points qu'on va aborder. Ensuite, je passe aux OKR. Ok, les OKR. Ah, les premiers, là. Les deuxièmes, on est top. Premiers, là, on n'a rien fait. On est à 15 jours de la fin du quarter. Bon, imagine, j'en sais rien. Là, on n'a pas beaucoup avancé. Ok, il va falloir qu'on parle de ça. Je regarde les issues. Tiens, il y a une issues. RevOps et Data Team. Quel niveau de collab? Il y a ça, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on en parle? Ok, donc je peux ajouter mon issues à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Il faut arriver avant le meeting et ajouter ces issues, les trucs que tu veux discuter, décider, qui sont importants. Il y a les FYI, et là j'en ai pas mis, mais c'est juste pour information. Donc là, c'est vraiment les trucs, les updates, tu vois. Tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est important que tu le saches. Et ensuite, on revoit les to-do et les follow-up. To-do et follow-up qui reviennent automatiquement dans les issues quand ils sont en retard. Donc là, tu vois, celui-là, il était due April 29, donc il est rouge, il est past due, il remonte dans les issues.
Tu ne peux plus rater un truc. Et puis la personne en face voit la même chose. C'est ça, là, pour le coup. Exactement. Donc l'accountability, elle est dans les deux sens. Et bon là, c'est Jean-Vincent qui avait 3 tâches en retard, mais moi j'ai des tâches en retard tout le temps. Mais moi j'oublie, j'ai tellement de sujets sur le feu que j'ai besoin d'un système pour me rappeler les trucs. Donc là, maintenant, j'ai ce système pour me rappeler les choses. Et ça, c'est quand on run le meeting. Donc là, on vient de le préparer, il démarre, on clique start, et là, on a next previous avec un timer à droite qui est le temps total du meeting et un timer au milieu qui est le temps alloué à l'item sur lequel je suis. Donc là, je suis sur l'icebreaker qui est l'intro. L'icebreaker chez moi, c'est What's on your mind. Donc je demande à tout le monde en français, c'est qu'est-ce qui t'occupe l'esprit ou qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit en fonction des jours. Et ils viennent vers moi avec des sujets perso, pro, peu importe ce que je veux savoir dans l'icebreaker. Ouais, et puis ça permet d'éviter de parler de la météo. Oh, il fait chaud en ce moment à Paris. Ou il fait froid, ou il pleut. Et t'as fait quoi ce week-end? J'ai emmené mes enfants à la fête de l'école, dont on se fout un peu, on s'en fout pas, la fête de l'école, c'est très important. Mais les chit-chats, quand ils sont pas cadrés sur des trucs importants, souvent ils sont du bruit plutôt qu'autre chose. Donc le What's on your mind, ça t'oblige à dire qu'est-ce qui vraiment m'occupe l'esprit, qu'est-ce qui est important pour moi là tout de suite. Et ça peut être perso, ça peut être pro, mais au moins c'est ce qui est important. J'ai retenu ça d'un livre sur le coaching qui s'appelle The Coaching Habit. Ah oui, je l'avais lu celui-là, très très bien. Ah, il est excellent, de Michael Bungay. C'est un des meilleurs livres de coaching et il y a tout un tas de questions type. Une des 7 questions type, c'est What's on your mind. Et voilà, donc je l'ai réutilisé pour faire l'icebreaker. Donc ensuite, tu passes. Ah pardon, je l'ai pas refait parce qu'on a vu le screenshot tout à l'heure. Tu regardes la scorecard, tu regardes les OKR, tu discutes des issues, tu regardes les FYI, tu regardes la to-do et chacun a son temps dédié et son timer qui te dit où est-ce que t'en es dans le temps. Ouais, le petit timer qui est en haut de l'écran là pour ceux qui voilà. En haut de l'écran, on est à 23 secondes sur 12 et dès que ça excède 12 minutes, paf, ça passe en rouge et là je peux dire que visuellement, instantanément, tu es en train de te dire faut qu'on passe au sujet suivant parce que là on est en train d'excéder le temps qu'on avait pour ce sujet-là. Et ça peut paraître con, mais ça évite les rabbit holes dans les meetings qu'on était spécialistes de faire. Et je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui vont se dire oh là là mon Dieu, dans les meetings ça part dans tous les sens. Ah mais ça c'est intéressant, boum, on se met à diguer un truc qu'on n'aurait jamais dû diguer et on passe le meeting dessus. Là au moins t'as un espèce de rappel à l'ordre, t'as un mini chief of staff qui te dit attention, tu dépasses le temps sur ce truc. Donc voilà, donc ça c'est comment on run les meetings. Et tu vois, tu suis vraiment next. Enfin, tu cliques sur next, tu passes au sujet suivant, tous les sujets sont sous tes yeux, tu ne peux plus louper quoi que ce soit. À la condition d'avoir préparé le meeting pendant 5-10 minutes avant, ce que je fais systématiquement et ce qui fait en sorte que chacun arrive préparé en sachant exactement de quoi on va parler. Et donc là, c'était la colonne vertébrale dont je te parlais tout à l'heure, et l'AI qui transforme tous les meetings, les transcripts de meetings en décisions et en actions. Donc là, on est sur un follow-up validation d'un meeting, donc c'est un meeting projet, donc j'ai pu partager un peu, c'est pas secret, c'est une product release qu'on va faire début juillet, donc on a fait le big bet, c'est le gros pari d'Agorapulse en 2026, et on a fait ce meeting, et il y a eu 2 tâches qui ont été proposées, et 3 follow-up, et donc là j'ouvre le meeting sur mon dashboard, je vois coordinate with Esteban and Jordan to gradually unleash influencer posts between July 7 and July 5 rather than all at once to manage traffic and product stability. Il y avait un stress de l'équipe produit qu'on envoie trop de monde sur ce nouveau produit qui sort le 7 juillet. Et donc, on a dit, OK, on va faire graduellement les posts des influenceurs, on va faire un peu à la fois. Et tu vois, la deuxième tâche, on veut un script pour ouvrir par groupe de 100 un peu à la fois, pour s'il y a des bugs, et que les premiers 100 qui ont eu le bug, on corrige, on ouvre au 100 suivant, etc. Donc ça, c'est des tâches qui me sont proposées par l'IA, je n'ai pris aucune note. Je peux te dire que les 2 là, je n'y ai pas retouché, je les ai acceptées telles qu'elles sont, en cliquant sur la petite disquette. D'ailleurs, c'est marrant de voir que c'est des disquettes pour sauver des trucs. Mais mec, ça fait 20 ans qu'on n'utilise plus de disquette. Je pense que c'est l'icône le plus old school de tous les logiciels. Clairement. Donc tu peux la sauver telle quelle, tu peux l'éditer et la sauver, ou tu peux l'enlever s'il y a rien compris et que c'est pas une vraie tâche. Voilà. Donc après on passe à annual et quarterly planning. Là je vais aller très vite, juste parce qu'on va essayer de faire un petit dev ensemble tout à l'heure, donc pour que les gens comprennent le dev. Ça, c'est un QBR avec c'est un annual planning, avec ces 2 journées d'agenda et que je peux démarrer, préparer, etc. On va pas aller plus loin. Ça, c'est le QBR. Donc ça, c'est une journée, le QBR. Pareil. Voilà mes QBR passés. Je peux aller les regarder avec tous les AI summary, etc., etc.
Voilà, une fois qu'un QBR a été fait, voilà ce que tu vois. J'ai uploadé l'enregistrement du matin, l'enregistrement de l'après-midi, ça m'a fait transcript, etc. Je peux demander au transcript, tiens, est-ce qu'on a parlé de ci, est-ce qu'on a parlé de ça? Il va me dire si c'est dans le transcript ou pas. Bref, c'est absolument incroyable. Et ça, c'est la prep list, la préparation du QBR, et on va faire ensemble on va essayer d'appliquer cette préparation à l'annuel, parce que je l'ai pas encore fait, parce que ça date de ce week-end, je l'ai fait dimanche, et en gros, c'est pour permettre que la préparation oblige chacun des participants à mettre les documents en ligne qui correspondent à la préparation, et que ces documents deviennent la pré-read list. Par exemple, moi, je dois faire, tu vois, prepare one page summary of key development since last quarter. Et ça, c'est le CEO qui doit le faire. Je l'ai écrit ce week-end et je l'ai uploadé. J'ai mis le lien Google Doc. Et c'est donc devenu un pré-read. Et un pré-read dont il y a un des membres de l'équipe qui l'a lu pour l'instant et les autres l'ont pas lu. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est qu'au dernier QBR, mon équipe m'a fait un feedback constructif en me disant on n'était pas assez préparé, alors on a fait trop de rabbit hole et on n'a pas pu vraiment voir toutes les choses qu'on devait voir parce que on n'avait pas assez préparé. Et j'ai fait qu'à cela ne tienne, je vais faire en sorte que la prochaine fois on arrive tous bien préparés. Et donc j'ai créé dans le soft un système où tu peux pas t'échapper de la préparation, parce que si tu dois faire un doc que les autres doivent lire, tu dois l'uploader. Tant que tu l'as pas uploadé, tout le monde voit que tu l'as pas uploadé. Tu vois en dessous là. Là, je viens de le faire, donc Aymeric Arnoux et Jean-Vincent, 0/5. Donc, on n'a pas préparé encore. Et quand on va se rapprocher du QBR, on va voir qui a fait, qui a pas fait. Donc, il y aura une sorte de pression sociale autour du truc. Et ça, c'est ce que j'ai fait ce week-end pour m'assurer que nos QBR, puis nos annual planning, étaient préparés par tout le monde dans les temps et que tout le monde avait lu la liste de choses qu'il doit lire avant d'arriver, histoire qu'on ne découvre pas les OKR du quarter, mais qu'on les ait déjà revus avant. Déjà, merci pour le product tour et franchement, c'est hyper riche. Et d'ailleurs, la question que j'avais, c'est que comment est-ce que tu as scopé le projet au fur et à mesure, parce que là, c'est la photographie finale, mais j'imagine qu'il y a eu plein de petites étapes. Et tu me disais au début, il y avait aussi peut-être des pratiques qui n'étaient pas forcément optimales dans ton usage de Lovable. Donc voilà, comment tu as scopé au fur et à mesure, et quelles ont été les grandes étapes? Alors, la plus grosse erreur du début, c'était que j'avais rien scopé du tout. Parce que je suis parti en mode, tiens, je vais faire un truc pour remplacer un Google Spreadsheet que j'utilisais. J'utilisais des Google Sheets pour gérer mes one-on-one et ces conversations performance que tu as vues là, qui sont hyper cadrées. J'avais des cases avec chaque élément de WSLL sur une ligne et les dates des meetings sur des colonnes, et à chaque date, quand on avait dit un truc, c'était horrible, mais pas d'autre moyen pour l'utiliser. Et donc, j'ai eu envie de faire que ce truc-là. Parce que, encore une fois, mon pote CPO, il arrivait pas à sortir sa version. Et à force d'attendre, je lui dis, tiens, je vais essayer un truc moi-même. Donc, c'était absolument pas scopé pour faire autre chose que les one-on-one du CEO. Donc, ça s'appelait CEO one-on-one. Là, quand je l'ai lancé, c'était pas scopé pour faire multi-tenant, donc il y avait pas, tu vois, la possibilité pour plusieurs boîtes de créer leur propre système. C'était pas scopé pour être multilingue, donc c'était que en anglais. Enfin, j'avais absolument rien fait de ce que j'ai dû rajouter après. Donc ça, c'est la première erreur. C'est-à-dire, la première erreur, c'est de partir un peu vite sans avoir vraiment une idée claire de quel va être le produit final et quelles vont être toutes les composantes de ce produit final. Je te dirais que dans mon cas, c'était pas grave, parce qu'en fait, je savais même pas que je pouvais faire ça, donc tant pis, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai presque envie de te dire, j'ai fini par les corriger, tous les problèmes que j'ai créés au départ, mais ça m'a pris des heures et des heures avec l'IA pour lui dire, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, créer le système multilingue. J'ai passé pratiquement 6 heures de vibe coding à repasser sur tous les éléments de l'outil, pour que, au lieu de mettre en anglais les noms des boutons, ils mettent une variable et que la variable puisse être remplacée par de l'anglais, du français, de l'italien, du ce que tu veux. Et comme je l'ai appliqué à toute la boîte et qu'on est une boîte multilingue, parce qu'on est une boîte française, mais dans laquelle il y a beaucoup de noms francophones, moi, il a fallu que j'ai le français et l'anglais comme langue. Donc, j'ai été obligé de le faire à un moment. Le multi-tenant, j'ai été obligé de le faire parce que j'ai une personne qui m'aide pour le support, mais elle avait besoin d'avoir sa propre org avec sa propre team pour faire des tests. Je pouvais pas le faire sur la vraie quand il y en avait qu'une. Bref, et ça a été très très chiant à corriger. Et j'ai dû y revenir plein de fois parce que l'IA, c'est marrant, c'est un stagiaire développeur, un développeur junior ultra pointu, mais qui a pas du tout de contexte. Donc, qui est capable de te faire des trucs de dingue hyper profonds,
Mais par contre, il y avait un truc évident pour un humain juste à côté à faire en même temps, et lui, ça, il va pas le voir. Donc tu passes ton temps à rentrer dans des problématiques comme ça et à devoir y revenir et y revenir et y revenir, à lui demander 4 fois la même chose, et à chaque fois il te dit c'est bon, c'est corrigé, et là tu dis non, c'est pas corrigé. Ah oui, j'avais pas vu, il y avait cet autre truc là. C'est bon, maintenant c'est corrigé. Non, c'est toujours pas corrigé. Et quand t'as pas bien construit les bases, t'as ce problème-là de manière assez récurrente, et tu passes des heures à corriger des trucs que tu n'aurais pas eu à corriger si dès le départ tu lui avais fait un bon gros fichier MD de contexte en lui disant voilà ce que je veux construire, voilà pourquoi, voilà toutes les problématiques, et le multilingue, et le multi-compagnie, et le multi-machin, pour que il t'évite d'avoir à recasser ce qui t'a développé pendant des heures et des heures avec plein de crédits pour le changer drastiquement depuis la fondation, quoi. C'est ça que tu changerais là aujourd'hui, le fait de partir avec un fichier MD dans lequel tu lui donnerais un maximum de contexte, peut-être voilà, qualifier de manière exhaustive ton expression de besoin, ce que t'aimerais à terme, et donc les choix produits, les choix techniques qu'il faut faire dès maintenant, c'est ça que tu changerais? Ouais, c'est ce que je ferais. Je pense que, tu vois, mon pote, quand il avait démarré son travail sur Replit, il avait fait ça. Il avait des MD dans tous les sens. C'était hyper contextualisé, son truc. C'était vachement plus malin que ce que moi j'ai pu faire. Mais moi, je suis ni product. Moi, mon métier, si j'en avais encore un, c'est plutôt le marketing. Je suis ni product, ni dev. Donc, je l'ai fait très mal. Je l'ai fait à l'arrache, comme le fait un bon CEO qui, vas-y, fais-moi ça. Mais ça, comme je le dis parfois, construis-moi une grande et belle maison. Ah bon, mais c'est quoi une grande et belle maison? Ça fait combien de mètres carrés? Il y a combien d'étages? Est-ce qu'il y a un sous-sol? Est-ce qu'il y a une salle cinéma au sous-sol? C'est tous ces trucs-là que quand t'as le métier, tu sais qu'il faut le faire, et quand tu l'as pas, tu fais un peu n'importe quoi. C'était mon cas. La bonne, ouais. Vas-y. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que même en faisant n'importe quoi, t'arrives quand même à faire des trucs, ce qui est dingo, quoi. C'est clair. Et aujourd'hui, tu vois, tu parles de fichiers MD. Est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres frameworks que tu suis pour construire de la feature, scoper, voilà. J'utilise le mode plan de Lovable beaucoup. Ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné assez vite, parce qu'au moins dans le mode plan, tu peux lire ce qu'il va faire, donc tu peux le rectifier avant qu'il se lance dans une mauvaise direction, ou qu'il se lance en ayant oublié un élément de la direction. Ça, c'est une vraie bonne pratique. Et j'essaye vraiment j'essaye de faire des specs le plus possible. Je prends énormément de copies d'écran de logiciels auxquels je veux que ça ressemble. Et là, il est assez bon pour faire des trucs ressemblants. Là, j'avais pris un copie d'écran d'un org chart. Je voulais faire un org chart visuel. Il avait qu'un truc en vue liste, et j'ai pris l'org chart de notre HRIS, iBob, qu'on utilise. J'ai fait copie d'écran. J'ai dit, je veux que ça ressemble à ça. Et ça ressemble exactement à ça. C'est incroyablement fidèle. Donc ça, j'utilise beaucoup les copies d'écran aussi. Ouais, voilà. En gros, le code est sur GitHub, donc il y a une synchro GitHub en permanence, et le fait de l'avoir sur GitHub, ça permet d'avoir un dev qui puisse venir dessus avec l'autre code et qui me fasse des trucs que Lovable ne sait pas faire. Typiquement, Lovable sait pas trop faire des tests unitaires ou des tests de manière générale. Donc ça a été fait par quelqu'un qui m'a filé un coup de main avec l'autre code. Donc c'est bien d'avoir l'intégration GitHub, évidemment. Même si moi, GitHub, je connais pas. Je sais même pas comment ça marche, en vrai. Je sais y aller. J'ai un compte GitHub maintenant. Je suis obligé, mais pour moi, c'est du chinois. C'est-à-dire, quand j'arrive dessus, je suis perdu comme quelqu'un dans un pays dont il parle pas la langue, quoi. Mais à part ça, en fait, ce que je fais, c'est très pas, ça respecte pas les canons de comment on devrait faire pour faire vraiment bien un produit, quoi. Donc le truc drôle, c'est que j'y suis arrivé quand même. Alors, je suis sûr. J'ai d'ailleurs une fois un dev qui est venu me voir en disant elle est bien ta feature admin là auquel il n'était pas censé avoir accès, et il me montre qu'il y a accès en ayant fait un truc. Donc ils aiment bien me démontrer que je suis un noob et que ce que j'ai fait c'est pas fait selon les canons et les standards d'un produit de qualité, et ils ont forcément raison. Mais au moins c'est fait. Et ce qui est dingue, c'est que quelqu'un comme moi a pu faire quelque chose qui fait aujourd'hui runner toute sa boîte de manière accountable, et qui crée une visibilité de dingue sur les objectifs, l'atteinte des objectifs mutuels par équipe, les scorecards, enfin le niveau de clarté qu'on a les uns sur les autres sur la manière dont notre boîte tourne, on n'a jamais eu ça, quoi. Et ça, j'ai pu le faire sans respecter les canons de comment tu es censé le faire bien. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Eh bien, je te propose sur ce message d'encouragement, de passer à la petite démo. Donc, on va essayer de répliquer une feature que tu as
que tu as appliqué sur un autre cas ce week-end. On sait pas du tout combien de temps ça va nous prendre, donc évidemment on fera peut-être un petit peu de montage au milieu. On va peut-être couper, ouais. Voilà, mais au moins on va essayer de vous montrer avec la vue utilisateur, la vue produit, comment est-ce qu'Aymeric s'y prendrait pour build cette feature. Voilà, donc là je suis sur la vue à l'intérieur de Lovable. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai ce système de QBR où si tu veux valider le draft candidate compagnie OKR, donc je vais proposer des OKR et il faudra que j'upload un fichier ou que je copie un lien Google Doc pour que cette to-do qui est exigé de moi pour notre prochain QBR soit faite. Et une fois que ce sera fait, ça apparaîtra dans la pre-read list. Donc vraiment là, c'est l'empêcheur de passer à travers les malles du filet absolu. Mais quand tu regardes un planning annuel, le planning annuel, il y a pas ça. C'est encore l'ancien système avec les cases à cocher ou les cases pas à cocher. Donc en vrai, je sais pas. Et tu ne sais pas qui a consulté ou pas. Je sais pas qui l'a consulté ou pas. Donc c'est beaucoup moins bien. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de refaire sur le planning annuel ce que j'ai fait sur le QBR. Donc, on va le faire en français et je vais le faire avec Whisper. Donc, pardonne-moi, mais tu vas m'entendre dicter ma... C'est très, très bien. Écoute, ça me va. Hier, nous avons amélioré la préparation des QBR en rendant obligatoire l'upload de fichiers ou le partage d'URL pour s'assurer que chacun des éléments de préparation était fait par chacun des participants et en créant une liste de prélecture qui permettent de voir qui avait lu les documents. Je voudrais que tu appliques ce même système de préparation au planning annuel. Donc, tu vois, c'est vraiment en français dans le texte. Hein. Moi, je sais pas faire autre chose que de lui dire voilà ce que je veux, quoi. Et tu l'as mis en mode plan. Je passe en mode plan, exactement. Et on est parti. Alors là, ça va quand même prendre 2 minutes avant qu'il me propose un plan, je pense. Voilà le plan. Donc, on va revoir le plan, appliquer le système de préparation au planning annuel. Chaque élément de prep livrable doit être upload de fichiers, tac, 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 panneau de prélecture qui montre qui a lu quoi parmi les livrables. OK. Modèle de données, tac, tac, tac. Alors là, je t'avoue que je passe assez vite parce que modèle de données, j'en sais rien. C'est above my pay grade. Il sait ça mieux que moi. Donc, je lui fais confiance. Taxonomie des items, ok. Répartition proposée, D1, D2, livrable, CEO livrable, CFO livrable, HR livrable, ça exactement. Parce qu'il n'avait pas fait ça au début dans le QBR, il n'avait pas distingué qu'est-ce que doit faire le CEO, le CFO, HR et le CEO et tous les autres. Parce qu'il y a des choses à faire que chaque exec doit faire, mais après il y a des choses spécifiques que la finance doit faire, que les RH doivent faire. Donc ça c'est cool. Ok, composant nouveau, nanana, refactor, page, I18N, hors périmètre. Ok. Alors il y a juste un truc que je ne vois pas ici, qui est que je lui ai fait recréer. Si je te montre dans le QBR, si je vais dans le QBR, Continue Preparation, je lui ai fait mettre des settings ici où, tu vois, la scorecard review, je peux décider à qui elle est assignée, les OKR result, à qui c'est assigné. Et par exemple, Financial Review, c'est Hélène qui doit le faire, c'est pas le CEO. Donc, t'as une fonctionnalité de lead à chaque fois sur l'agenda. Ouais, tu lead cette préparation-là. Et là, je vois pas mentionner les settings, donc je vais lui dire... Merci pour ton plan, il a l'air très solide. Par contre, je ne vois pas mentionner la partie settings que nous avons créée pour le QBR, où je peux réassigner des tâches spécifiques à des membres de l'équipe. Est-ce que c'est prévu ou non? Alors, ce qu'il me dit. Donc, tu vois, le mode plan, il me permet de quand même... Est-ce que tu as bien prévu ça? Ça va m'éviter d'avoir à y revenir une deuxième fois, quoi. Voilà, je revois le plan, appliquer le système de préparation QBR, tac, 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 ok, un panneau de prélecture, montre qui a lu quoi, et le CEO peut réassigner les items company scope à des participants spécifiques. Donc voilà, tu vois, il me l'a ajouté là, le settings qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ok, modèle de données, encore une fois, je regarde pas trop, taxonomie, tac, 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 préparation, D1, D2, everyone, nickel. Ouais, c'est très cohérent avec ce que j'ai fait. Eh ben, on va y aller. C'est parti. Approuve le plan, développe-moi ça, petit développeur IA. Tiens, alors on est à combien de crédits là? 57, on est à 59, hein. Donc on a consommé que 2 crédits pour faire le plan. Bon, on y arrive là, je vois que ça progresse parce que il a commencé à m'ajouter tu vois là j'ai déjà app prep deliverable upload or link.
Ça, c'est le variable i18n pour mettre de l'anglais ou du français derrière. Donc ça commence, on commence à y arriver là. Ouais, il avance bien, ouais, en effet. Mais on n'y est pas encore. Ça y est, j'ai vu les settings ici. Et voilà, ça y est, c'est fait. Alors, on y est. Alors par contre, tous les boutons sont en variable. Donc je vais faire un hard refresh de cet écran-là. Attends, je vais faire un simple refresh. Est-ce que je dois faire un hard refresh ou pas? Ouais. Non, c'est bon. J'ai pas eu besoin de faire un hard refresh. Un refresh normal a fonctionné. Donc j'ai tout, mais on va fermer ce truc-là comme ça. On voit tout. Voilà, tu vois. Il me fait l'obligation d'uploader un document. Prepare Team Scorecard OKR, Slide, Traffic Light Status. Tac. Donc là, on est bon. J'ai comme le QBR, tout pareil. Par contre, il m'a pas mis la visualisation. Si je te remets la visualisation du QBR ici, j'ai My Prep Checklist et la Team Prep Checklist. C'est un peu plus propre. Tu vois, ça, il l'a pas fait dans l'annuel. Il y a My Prep Checklist, mais il n'y a pas Team Prep Checklist avec... c'est moins propre. Donc là, je vais reprompter, je vais lui dire, on va pas le faire ensemble, sinon ça va prendre un peu de temps, mais je vais aller faire un prompt numéro 2 pour lui dire, prends-moi exactement l'affichage du QBR où je déroule et j'ai toute l'équipe, etc. Parce que là, c'est une longue liste. Ah si, j'ai Team Progress en bas. Ah, mais j'avais pas vu, tu vois. Si, alors j'ai Team Progress, mais j'ai pas exactement la même parce que là, quand j'ai Team Progress, j'ai un petit toggle et je peux aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait. Ouais, donc c'est ça en fait, c'est à requête équivalente, des fois tu as un rendu différent. Donc là, je vais lui dire, va me faire le fait pas fait du team machin et la liste est trop longue là, donc je vais aller retravailler ce truc-là parce que ça me va pas, c'est assez compliqué à lire. Par contre, il m'a fait les settings exactement comme dans le QBR, donc je peux assigner un élément particulier à une personne particulière. Génial. Tu vois, voilà, le talent keeper test, ça c'est la HR, et ben je l'assigne à la HR et boum, ça y est, c'est fait. Et ça c'est fait. Et tu vois, c'est quand même dingue. Il a quand même fait 80% du taf en 8 minutes, 7 minutes, ouais, à peine, moins de 10 minutes, quoi. Absolument incroyable. Donc voilà. C'est bluffant, absolument bluffant. Pour terminer l'épisode, j'aimerais bien qu'on prenne très rapidement un petit peu de hauteur sur ton setup. Donc, tu as Lovable pour la partie vibe coding, mais tu parlais aussi de Google Sheet. Je crois que tu as aussi une personne à l'étranger qui gère la QA. Donc, est-ce que tu peux nous dire globalement quelles sont un peu les briques de ce système et comment tout ça se met en musique? Alors la première, oui, en termes de people, c'est effectivement moi tout seul pendant mes soirées dans mon lit et mes séances de gym le dimanche et mon travail le week-end. Et parfois des petites corrections de bugs pendant la journée, mais elles vont assez vite. Et une personne aux Philippines qui était précédemment dans notre équipe support et qui assure le QA et le support. Donc, qui a créé toute la base support avec Lovable. Les articles sont créés avec Lovable, synchronisés dans Crisp. Et Crisp, il y a un chatbot qui répond aux questions des gens quand c'est déjà dans le chatbot. Et quand ils ont des bugs, ils rentrent les bugs. Et là, c'est cette personne-là aussi qui va corriger les bugs avec Lovable. C'est pour ça que j'aime tant Lovable, c'est que j'ai pu prendre un de nos anciens contracteurs aux Philippines qui a un coût raisonnable par rapport à quelqu'un ici ou un développeur et il me corrige les bugs. Tu vois, il prend l'écran du bug, il le met dans Lovable, il dit voilà le bug qu'a eu telle personne en faisant telle chose, merci de corriger. Et 9 fois sur 10, le bug est corrigé tout de suite. Donc ça, c'est quand même une économie et un gain d'efficience et de coût énorme. C'est tout en termes de people. Après, j'ai des coups de main ponctuels de mon fils qui est ingénieur et qui lui fait du cloud code sur GitHub ou d'un de mes ingés quand ils veulent bien me filer un coup de patte. Mais ça, c'est très ponctuel. Donc ça, c'était pour les people. Et le coût, après, en termes d'outils, à part Lovable, j'ai pas d'autres outils parce que... si, j'ai Resend pour l'envoi d'email. C'est connecté avec Resend. Lovable a son propre système d'envoi d'email, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc j'ai pris Resend. GitHub, Resend en plus il y a une espèce d'intégration avec Lovable parce que moi je l'ai déjà utilisé. C'est built-in dedans, donc c'est très très simple à faire. Un noob comme moi, il a réussi à le faire, donc n'importe qui peut le faire. Donc GitHub évidemment. Après, j'ai créé moi des connexions avec tous les enregistreurs de meetings. Donc j'ai une connexion directe avec Circleback, j'ai une connexion directe avec Granola.
Et après, tu pourrais faire des connexions directes avec read.ai ou je me souviens plus, mais tu pourrais faire n'importe quoi qui a comment dire, un enregistreur via Zapier. Voilà, si c'est via Zapier, ça fonctionne. J'ai aussi fait une connexion d'enregistreur avec Google Meet et avec Google Workspace. Ça a été un petit peu plus compliqué parce que il a fallu demander les autorisations à Google et les autorisations à Google sont assez compliquées à avoir. J'ai aussi connecté tous les enregistreurs de meetings possibles et imaginables. On a une connexion avec Circleback via leur euh, Webhook. On a une connexion avec Granola via leur API. On pourrait se connecter. On n'a pas besoin nous, mais Read.ai, Fathom, enfin tout ce que tu veux, tout ce qui a des connecteurs API ou Webhook ou un connecteur Zapier. Ça, on peut les connecter pour récupérer automatiquement les transcripts. Je suis en train de développer mon propre enregistreur de transcript parce que je me suis rendu compte que c'était compliqué de se fier, se reposer sur un enregistreur externe. J'ai aussi fait un enregistreur Google Meet, parce que nous, on est très Google Workspace, donc pour que ce soit inclus dans le prix et qu'on n'ait pas à acheter des enregistreurs à tout le monde, on a fait pour Google Meet. Google Meet, c'est compliqué parce que tu dois demander des autorisations à Google pour à peu près tout, le calendar, le machin, et dès que ça commence à devenir des scopes un peu touchy, comme l'accès à ton Google Drive, là, ils te posent des questions de dingue, ils font des audits de dingue. Et j'ai dû faire un audit de compliance CASA, C-A-S-A. Alors, c'est pas SOC 2, tu vois, c'est pas SOC 2, c'est pas aussi compliqué, mais c'était quand même vachement compliqué. Et bon, ça a fait rire mon CTO qui m'a dit, bah tiens, toi aussi, tu fais de la compliance maintenant. Donc ça, c'était pas trop attendu. En termes de connecteurs, hein. Alors, on utilise les Google Sheets, on peut pour créer les scorecards. À terme, je vais probablement créer d'autres connecteurs vers d'autres types de BI pour récupérer des chiffres ou pour aller directement afficher des BI dans l'outil. J'avance petit à petit là-dessus. Pour l'instant, j'ai fait des choses très simples pour les scorecards. J'ai privilégié les liens. Quand tu as déjà ta data et tes dashboards quelque part, bah, tu rentres un lien et ça, c'est ta scorecard et tu vas la voir. Nous, on a beaucoup de scorecards dans Metabase, donc j'ai mis les liens Metabase, on va les voir dans Metabase. C'est pas toujours nécessaire de réinventer la roue quand ça n'apporte pas beaucoup de valeur. Si tu as déjà un dashboard dans Metabase, bah, mets le lien et va voir le dashboard dans Metabase. Il n'y a pas de besoin d'aller le recréer dans ton outil. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme outil à venir? Ça sera des connecteurs MCP peut-être pour que les gens puissent aller récupérer les décisions qui ont été prises, qu'on puisse peut-être synchroniser des tâches avec un Asana ou des choses comme ça. Mais là, je te parle, c'est un peu science-fiction parce que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de besoins qui ont été exprimés en interne là-dessus. Donc, au final, c'est pas très compliqué le setup et la galaxie d'outils autour de Lovable est assez simple et assez faible, quoi. Assez simple et assez faible et basé sur la stack que tu avais déjà. Enfin, tu n'as pas eu besoin de rajouter beaucoup d'outils que tu n'utilisais pas au début. Non, ouais, Super. pas du tout. Bah écoute, merci beaucoup Aymeric pour d'avoir partagé ton use case. C'était très chouette d'avoir ton retour d'expérience dessus. Et puis pour la petite info, on mettra le livre aussi en description. Tu pourras nous le partager parce que je pense que c'est aussi au-delà de l'usage IA. Je pense que la philosophie et ta méthode en fait de performance review, elle est hyper intéressante. Donc on mettra tout ça en description également. Le seul truc que je dirais pour conclure, c'est que c'est un travail colossal. Je pense que tout le monde l'aura compris. Je travaille tous les soirs pendant au moins 30 à 30 minutes à 1 heure et demie à corriger des trucs, améliorer des trucs, etc. Qu'une fois que tu as mis le truc entre les mains de ton équipe, ils veulent des nouveautés, ils veulent des évolutions, ils veulent des choses. Donc, tu comprends ce qu'est être PM ou développeur dans ta boîte. Ah oui, d'accord, c'est comme ça c'est à ça que ça ressemble quand les gens veulent toujours que tu améliores ton machin. Et il n'y a pas de fin à ça. Donc, faut savoir que quand on rentre dans un truc comme ça pour se construire un outil en interne, on rentre dans un truc qui ne s'arrêtera jamais et qui est vraiment chronophage et qui est pas anodin. Donc, faut le faire sur quelque chose de fondamental. Moi, j'estime que ce qu'on a fait là, c'est l'OS de l'entreprise, donc c'est fondamental. J'aurais pas fait ça pour de l'email marketing ou du CRM. Là, vraiment, il vaut mieux acheter sur les étagères parce que le niveau de travail et de maintenance qu'il y a derrière, il est énorme. Donc, faut que ce soit vraiment vital. Donc, c'est le petit message de fin qui est ne faites pas ça juste pour des choses nice to have, parce que c'est trop de boulot pour du nice to have, et c'est trop de boulot pour un truc que vous pourriez acheter
200 ou 300 euros par mois sur les étagères. De toute façon, vous allez payer les 200 ou 300 euros par mois à Lovable pour l'utilisation et le codage du truc. Donc, si ça coûte que ça et que c'est déjà bien fait et que quelqu'un d'autre va le maintenir parce qu'il le fait pour plein de boîtes, c'est quand même plus rentable comme ça. Eh ben, c'est un super message. Merci beaucoup, Aymeric, pour tous ces conseils. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.